Monsieur Desjans, il faut mettre votre micro, c'est en bas à gauche. Ça marche pas. Activez le son. Voilà, c'est bon, ça marche. Non, ça marche pas. Bon, on va vous laisser. On va vous laisser. Oui, Régis, il y a eu un réel impact sur des recommandations à en parler. Monsieur Desjans, on va vous laisser chercher votre bouton pour le micro qui est en bas à gauche. Activez le son. Non, ça marche pas. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat pour participer. Alors, Mais là, vous avez clairement votre micro peut-être moi dans désactivé. le paramétrage, peut-être que c'était qu'on n'avait pas mis, je sais pas. Je pense que l'organisateur, Sébastien, tu peux peut-être réactiver le micro. Et c'est Sophie, peut-être, moi je peux pas, Sophie. J'arrive pas, moi je peux lui demander de réactiver le son, mais je peux pas faire autre chose. Bon, Je regarde. chers confrères, je vous propose d'utiliser le chat pour nous faire part de votre présentation et de vos questions. Thomas Chauvin. Salut Marc. Salut Thomas. Alors moi, j'attends rien de particulier dans le sens où moi, tout sera bon à prendre de cette présentation. Je te fais confiance pour me dire ce qui est le plus intéressant en ce moment. Ok, merci Thomas. Élise Nicolas. Bonsoir, moi c'était plus sur la pratique, les recommandations de comment faire, dans quel ordre. Très bonne question. C'est une excellente question. Dans quel ordre? C'est une excellente question, franchement. On en reparlera. Ok. Ok. Camille Lafont. Camille, es-tu là? Elle écrit dans le chat. Étudiante 3K3, idem concernant les recommandations actuelles globales sans question précise. Très bien. Ensuite, Adeline Debat. Adeline, tu es là. Ça ressemble aux séances de spiritisme, en fait, les réunions Zoom. On passait à Rowan Betfer. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Rowan, es-tu là? Pourtant, il n'y a pas de match de foot ce soir. Non, c'est fini. Régis? Régis, il a écrit dans le chat. Y a-t-il... Bonsoir tout le monde. Ah, salut Régis. Alors, j'ai pas été épargné par l'épidémie, c'est pour ça que j'avais coupé le micro. Voilà. J'ai à peu près la voix de Barry White ce soir, donc désolé. Épidémie de grippe, de bronchiolite ou de Covid? J'évite de me soigner, j'évite de côtoyer les médecins, c'est trop dangereux. Ouais. Pour l'instant, je la traite par le mépris. Bon, Régis nous a dit que est-ce qu'il y a un réel impact des recommandations sur la prescription de kiné respiratoire ambulatoire? Oui, je montrerai par des courbes. Et si oui, l'épidémie actuelle a-t-elle changé la donne? Un peu, voilà. Donc, je pense que tu avais d'autres questions? Tu étais préoccupé? Tu es là, Régis? Oui. C'était surtout pour savoir si, en fait, politiquement, si l'impact de la crise de l'épidémie de cet hiver avait changé un petit peu la donne. Et si, comme on parle aussi pas mal d'accès direct, est-ce que dans les hautes instances, les gens militaient un petit peu plus pour qu'il y ait recours aux kinésithérapeutes pour désengorger les urgences, quoi, comme ça avait été fait quand tu as créé le réseau il y a une dizaine d'années? Alors, l'accès direct, ça nous pose des problèmes. Alors, moi, je suis pour l'accès direct, mais du coup, ça crée vraiment des tensions entre médecins et kinés et globalement tous les paramédicaux qui potentiellement peuvent avoir de l'accès direct. Et je pense que la haine que certains médecins nous vouent, notamment autour de la bronchiolite, est en partie liée aux questions d'accès direct. On le voit avec les syndicats médicaux qui sont vent debout contre l'accès direct, avec lesquels on travaillait préalablement au sein des URPS et qui aujourd'hui font complètement la sourde oreille, voire sont totalement opposants. Donc, l'accès direct, malheureusement, c'est quelque chose qui complique beaucoup les choses au niveau de la bronchiolite et les médecins qui ne sont pas favorables se servent des recommandations de 2019 pour essayer de nous enterrer un petit peu plus. On pourra y revenir. Martin Bonin. Oui, bonsoir. Moi, c'est comme Camille et Erwan. Je suis étudiant en 4 c'est pour prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Voilà. Dans quel IFMK? À Bordeaux. À Bordeaux.
Mais tu m'as eu comme prof alors? On vous a eu comme prof, oui, avec Camille Lafont et Erwan Betfer. Vous êtes accro en fait. Exactement, c'est ça. Bon, très bien. Je vais pouvoir créer un fan club alors. Je te nomme président. Chloé Barouillet. Oui, bonsoir. Du coup, moi, je suis aussi à l'IFMK de Bordeaux en 4e année et du coup, moi, je fais mon mémoire sur la bronchiolite. Donc, j'aurais aimé savoir déjà d'avoir un point sur les recommandations en général et ensuite savoir si les recommandations qui sont sorties en 2019, vu qu'elles ont été pas mal erronées, notamment par les médias, savoir si ça avait eu un impact sur les parents. Est-ce que, par exemple, ils étaient vachement plus stressés avec et est-ce qu'ils étaient plus réticents par rapport à la kiné ou je sais pas. Est-ce que voilà, il y a eu un impact vraiment sur les parents? En fait, l'impact, il est global, hein. C'est-à-dire que quand les médias font leur miel des controverses médicales, ça a un impact global. Après, il y a de plus en plus de partisans des médecines douces, entre guillemets, sans médicaments. Et donc, en fait, il y a aussi beaucoup de parents qui sont pour une approche plus physique de la prise en charge qu'une approche médicamenteuse. Ouais. Parce qu'en l'occurrence, dans la bronchiolite, il n'y a aucun médicament, hein. Donc, le médecin s'est trouvé fort dépourvu quand la bronchiolite fut venue. Donc, globalement, ça a un effet négatif. Après, pour certains parents, ça a au contraire un effet positif. Mais on va en reparler. On va en reparler. Je crois qu'il y a Ok, Rémi, merci. qui n'a pas intervenu. Rémi, tu es là? Alors, tu es diplômé de cette année. OK. Et de quel FMK? Bordeaux. Donc, tu m'as eu en prof aussi. Bon, OK. Très bien. Donc, je crois que Adeline, on ne l'a pas entendue, elle n'a pas participé sur le chat. Est-ce que tu nous entends, Adeline? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis kiné depuis une quinzaine d'années. Bon, après, voilà, c'était un peu remettre à jour les recommandations. Alors, je les ai lues, les recommandations, mais voilà, c'est toujours bon à prendre aussi, de remettre un peu en mémoire. Et tu travailles où, Adeline? Dans le Nord Gironde, à Saint-Marien, après Saint-André-de-Cubzac. Ah, je suis passé l'autre jour en train quand je revenais de Nantes. Donc voilà. Donc là, je vais participer au tour de garde très Très bientôt. bien. Donc voilà, c'est toujours bon à remettre un peu en mémoire. Très bien. Bon, mais écoutez, je vais commencer. Il y a deux parties, hein. Du coup, il y a une partie un peu rappel et mise à jour sur les red flags par rapport à la conférence consensus 2019. Et ensuite, on parlera un peu de comment a été élaborée cette conférence consensus 2019, des problèmes qu'elle pose et des arguments qu'on peut avoir pour défendre la kiné respiratoire. Alors, donc, il y a deux diaporamas qui sont assez courts. Le but, c'est que vous puissiez participer. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon diaporama ou pas? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous le voyez? Bon, alors ça, c'est une bronchiole normale, hein, que ceux que j'ai eu en cours ont déjà vu. Donc, là, on a une bronchiole avec une bronchiolite, hein. Donc, vous avez un épaississement de la paroi et vous avez surtout une obstruction bronchiolaire, hein. Donc, le problème dans la bronchiolite, c'est une maladie assez bénigne, assez simple, mais ça crée de l'obstruction, hein. Et l'obstruction, c'est le principal problème chez le nourrisson. C'est la différence entre une bronchite et une bronchiolite. Dans une bronchite, il n'y a pas d'obstruction, l'air passe, hein, même s'il y a un encombrement. Mais là, dans la bronchiolite, il y a une obstruction. Donc là, les bronchiolites et les bronches peuvent être bouchées totalement ou partiellement. Et c'est ça qui va gêner le nourrisson. C'est comme dans la PCO, c'est le phénomène d'obstruction qui va complètement modifier la mécanique ventilatoire et qui va être extrêmement péjorative pour les nourrissons. Donc, l'obstruction, ça crée quoi? Ça crée un frein expiratoire. Donc, les nourrissons vont avoir du mal à expirer. Comme les PCO, c'est pareil. Et sur le plan clinique, on va retrouver un frein expiratoire essentiellement avec des sibilants, hein. Donc, le signe de la bronchiolite, c'est le sibilant expiratoire de manière prédominante. Donc, logiquement, une bronchiolite, ça doit siffler. Si l'enfant n'a pas de sifflement, c'est qu'on est a priori pas dans la bronchiolite, on est plutôt dans une rhinopharyngite. Mais il faut savoir que beaucoup de bronchiolites, toutes les bronchiolites d'ailleurs, AVRS,
commence par une obstruction des voies aériennes supérieures, une monopharyngite. Et donc, on a souvent sibilant, ronchi, et en fonction de l'évolution de la maladie, on va aussi avoir une phase sèche avec sibilant, inflammatoire, et une phase productive par la suite. Et donc, cette obstruction, elle crée non seulement un frein expiratoire, hein, la bronche, elle est obstruée, donc on va avoir du mal, le nourrisson va avoir du mal à expirer son air, mais en plus une distension. Il va y avoir un piégeage de l'air. Et donc, en fait, tout ça va aboutir à une hypoxie, hein, puisque quand c'est obstrué, il y a une difficulté pour l'air de pouvoir atteindre les alvéoles. L'enfant va réagir, il va compenser son hypoxie avec une augmentation de la fréquence respiratoire, la mise en jeu des muscles inspirateurs accessoires, donc c'est les signes de lutte, et ça va modifier sa mécanique ventilatoire. Cette modification, elle va faire que le nourrisson, pour maintenir son équilibre respiratoire, il va augmenter son travail ventilatoire, c'est-à-dire qu'il va fournir plus d'énergie que s'il était en bonne santé. Et quand il fournit plus d'énergie, il est fatigable, fatigué. Il peut être amené à faire des apnées, à avoir un jaunissement. Je passerai une petite vidéo que les étudiants ont déjà vue, ou les nouveaux diplômés. Et quand il est fatigué, ces inspirateurs accessoires vont aussi se diminuer sur le plan clinique. Et donc, on va avoir potentiellement un système respiratoire moins efficace, et donc qui va extraire moins bien le CO2, et donc l'enfant peut finir hypercapnique. Un petit rappel sur les différents signes cliniques, hein, les signes de lutte. Quand vous avez une dépression au niveau de l'apnée xiphoïde, ça s'appelle entonnoir xiphoïdien, c'est le diaphragme qui tire sur ces insertions xiphoïdiennes, c'est pas très grave, hein. Le tirage, c'est les inspirateurs accessoires, c'est pareil, c'est pas très grave. Par contre, quand l'enfant va avoir une dilatation des narines à l'inspiration, c'est le battement des ailes du nez, et donc là, c'est un réflexe central à l'hypoxie, c'est plus péjoratif. Et quand il a une respiration paradoxale, on est dans un enfant qui est extrêmement fatigué. Et là aussi, c'est extrêmement péjoratif. Donc, en fait, au niveau de la HAS, ils ont mis tous les signes de lutte dans le même panier. Vous le verrez dans les red flags et les yellow flags. Il y a des signes de lutte modérés ou intenses. En fait, ils ne font pas le distinguo, mais globalement, sur le plan clinique, entonnoir xiphoïdien et tirage, c'est relativement bénin. C'est quelque chose qui peut même être présent à la naissance de manière physiologique, alors que le battement des ailes du nez, c'est vraiment un signe d'hypoxie, et le balancement thoraco-abdominal, la ventilation paradoxale, c'est un signe de fatigue extrême. Je vous ai fait une petite diapo de synthèse avec les red flags et les yellow flags. Donc en fait, alors là c'est rigolo parce qu'en fait, en préparant le topo de ce soir, j'ai relu encore pour la 50e fois les recommandations. En fait, dans les anciennes recommandations de l'an 2000, les enfants de moins de 6 semaines qui avaient une bronchiolite devaient être hospitalisés. Et en fait, on l'a mis dans red flags au niveau du réseau, mais en fait, c'est plutôt un yellow flags, hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 2 mois en âge réel ou corrigé, si c'est un prématuré, il doit être hospitalisé s'il a une bronchiolite. Si vous avez une maman qui vous appelle ou un papa qui vous appelle en vous disant « j'ai une pression de kiné respiratoire pour un enfant qui a 4 semaines », il faut le voir parce qu'il n'a peut-être pas une bronchiolite, il a peut-être juste une rhinopharyngite et le médecin vous l'envoie pour faire de la surveillance. Il faut savoir qu'il y a une directive de la DGOS, hein, donc la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, qui a été publiée le 19 novembre et qui met en avant le rôle des kinés, enfin, dans la bronchiolite, pour notamment assurer la surveillance des nourrissons. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, les petits-enfants notamment, qui ont une rhinopharyngite, peuvent avoir derrière une bronchiolite, hein, puisque ça démarre dans le VRS, ça démarre toujours par le nez. Et donc, les médecins, plutôt que de revoir l'enfant à J+2 ou J+3 pour voir l'évolution, ils vous l'envoient pour que vous assuriez et la désobstruction rhinopharyngée et le suivi clinique. Donc ça, en fait, dans la recommandation HAS, ce n'est pas vraiment un red flag, c'est plutôt un yellow flag, mais enfin, un enfant qui a moins de 2 mois, qui a une bronchiolite, logiquement, s'il a des sibilants, il aura forcément d'autres signes de gravité, et donc on l'a quand même mis dans les red flags, mais c'est quand même à prendre avec distance, parce qu'il n'a pas forcément de bronchiolite. Et puis, il se peut que certains aient une bronchiolite bien tolérée. Donc après, c'est le reste du tableau clinique qui va primer. Dans les critères d'hospitalisation, hein, il y a le reflux alimentaire, un enfant qui se nourrit pas. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi c'est grave, un enfant qui ne se nourrit pas? Qu'est-ce qui peut se passer? Déshydrate.
Voilà, c'est un risque important d'hydratation. Donc, le reflux alimentaire, c'est un critère de gravité, hein. Donc, quand vous avez un seul red flag, logiquement, bon, à part l'âge qu'il faut pondérer avec d'autres critères cliniques, mais logiquement, c'est entre 15. Donc, le reflux alimentaire, c'est un critère d'hospitalisation. La fréquence respiratoire, c'est le signe clinique le plus important. Vous voyez, les deux limites, c'est 30 et 69. Alors, ça a changé, puisqu'avant, il n'y avait que... c'était la limite supérieure était 60. Alors, ne me demandez pas comment les RECO-HS sont passés de 60 à 69 en limite supérieure. Je pense que c'est par rapport à la place au niveau des hôpitaux, hein, où il y a moins de place quand même. Mais le principe, c'est qu'un enfant qui a une fréquence respiratoire supérieure à 69 par minute, il est dans sa compensation d'hypoxie et on sait qu'il ne pourra pas maintenir son équilibre respiratoire très longtemps parce qu'il est fatigable et donc il va forcément décompenser. Et donc, il faut appeler le centre 15. Et pareil, s'il est en dessous de 30 par minute, c'est qu'il est fatigué. Et donc, il va devenir hypercapnique assez rapidement et donc, il faut aussi appeler le centre 15. Donc, en fait, le principal critère clinique objectif en plus, hein, même quand c'est le 30e patient du vendredi soir à 20h, quand vous êtes fatigué, mesurer la fréquence respiratoire sur 1 minute, c'est un indicateur clinique qui est extrêmement pertinent, qui est prédictif des décompensations et qui va pouvoir vous aider dans la prise en charge et dans l'orientation de l'enfant. Critère qui est beaucoup plus compliqué dans les red flags, c'est l'hypotonie. Évaluer l'hypotonie d'un enfant, c'est extrêmement compliqué. L'enfant, vous ne le connaissez pas forcément. S'il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il a eu du célestène la veille au soir, c'est normal, hein, qu'il soit complètement dans les vapes le lendemain matin. Par contre, s'il est dans les vapes depuis 24 heures, il y a quand même un souci. Donc, il faut poser la question aux parents de savoir s'il est fatigué, s'il est léthargique depuis un moment et si ce n'est pas juste conjoncturel du fait qu'il n'a pas dormi pendant la nuit. Autre critère qui n'est pas un bon critère, c'est la cyanose. La cyanose, c'est un critère tardif. Elle apparaît à 85% de saturation. Et il y a ce qu'on appelle une interobservabilité qui est très mauvaise. C'est-à-dire que vous mettez un nourrisson autour de 3 pédiatres et les 3 pédiatres vont avoir un avis différent sur la cyanose, sur la gravité. Ça dépend de la pigmentation de la peau, ça dépend de la manière dont c'est traité cognitivement par le cerveau du thérapeute. Et donc, la cyanose, c'est globalement un très mauvais critère. Sauf si elle apparaît en cours de soins, là, on voit la différence de couleur et donc là, ça peut être un signe d'alerte. Un enfant qui commence à avoir une cyanose péribuccale, il faut regarder l'ensemble du tableau clinique et, si possible, si vous avez un saturomètre, la saturation. Dans les red flags 2019, il y a aussi la saturation inférieure à 91% au repos. En 2000, on était à 94 au repos, mais là, je pense qu'aussi, ils ont essayé de désengorger les urgences, hein, donc ils sont passés à 91. Et donc, si vous avez un saturomètre, il faut absolument un capteur pédiatrique. Les saturomètres adultes ne fonctionnent pas chez le nourrisson, il faut vraiment un capteur adapté. Ça coûte un peu plus cher, mais là, pour le coup, vous avez une mesure vraiment objective de ce qui se passe chez le nourrisson d'un point de vue de la saturation sanguine. Dans les red flags, comme je vous le disais, il y a aussi les signes de lutte intense. Hein. Donc, ce qu'on a vu ici, logiquement, si vous avez un tirage intense, c'est un critère d'hospitalisation. Bon, un tirage intense, c'est compliqué à évaluer. Comme on sait qu'un tirage est intense ou modéré, il n'y a pas de critère objectif. Donc, c'est un peu compliqué. Mais comme je vous le disais, hein, après, dans les signes de lutte, vous avez différents signes de lutte, hein, et vous avez notamment le battement des ailes du nez et la respiration paradoxale qui sont là pour le coup extrêmement péjoratifs à la différence du tirage et d'entonnoir typhoïdien. Le gênement expiratoire, c'est un bruit de plainte à l'expiration. J'ai une petite vidéo que je vous passerai juste après. Les apnées, c'est une pause respiratoire. En fait, l'enfant est tellement fatigué qu'il va arrêter de respirer pour mettre au repos son système respiratoire. Les ROCO-HS 2019 ne précisent pas la durée des apnées. Il faut savoir qu'en réanimation pédiatrique, l'alarme se déclenche au bout de 10 secondes d'apnée. Donc, c'est le critère qui est retenu, c'est 10 secondes. 10 secondes, c'est extrêmement lent. Même au bout de 3-4 secondes d'apnée, on commence déjà à paniquer. Et donc, ce n'est pas non plus un bon critère. Mais de toute façon, si l'enfant a des apnées, ça va diminuer sa fréquence respiratoire. Et donc, si vous avez un enfant qui est fatigué, si vous avez un enfant qui fait des apnées obstructives parce qu'il n'est pas bien, vous aurez forcément une fréquence respiratoire qui sera diminuée. Et donc, en fait, on retombe toujours sur ce critère de fréquence respiratoire qui est quand même le critère le plus objectif.
Et donc, en cas de red flags, la logique, c'est d'appeler le centre 15. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, on s'est fait engueuler par les pédiatres de l'Union régionale des médecins libéraux, c'est d'informer le prescripteur. Hein. Ils n'aiment pas du tout, mais pas du tout, qu'on envoie les enfants aux urgences, qu'on appelle le 15 sans les prévenir. Alors moi, j'ai essayé de défendre le fait que on n'avait pas l'habitude d'envoyer des patients aux urgences, hein, que ce n'était pas dans notre culture, et que quand on le faisait, c'était un peu en panique. Et que c'est vrai qu'on ne pensait pas à rappeler derrière le prescripteur pour lui dire « oui, l'enfant n'est pas bien ». Mais la logique, quand même, quand on n'est pas en garde, c'est d'appeler d'abord le médecin prescripteur, si on arrive à l'avoir, d'échanger avec lui sur les critères d'hospitalisation, de prendre une décision avec lui. Et si on est en garde, à ce moment-là, c'est de l'informer le lundi du fait que l'enfant a été orienté vers le centre 15 et qu'il a été hospitalisé. Au niveau des yellow flags, vous avez la diminution de l'alimentation. Moins de 50% sur 3 repas consécutifs, c'est un critère de gravité. Alors, le principe sur les yellow flags, hein, c'est qu'on est sur des critères de gravité qui ne sont pas des critères d'hospitalisation, mais le plus vous allez en avoir et le plus vous avez un risque quand même de gravité. Donc, en fait, à partir de 2 yellow flags, il faut quand même éventuellement se poser la question d'une orientation vers le centre 15 a priori quand même de contacter le prescripteur s'il y a une apparition. Hein, si c'est un enfant qui vous a été envoyé alors qu'il a une prématurité qui est connue, ou qui a des facteurs de comorbidité qui sont connus, vous n'avez pas rappelé le médecin pour lui dire mais il a une pathologie respiratoire chronique, c'est un yellow flags. Non, c'est si ça apparaît. Et donc, dans les signes qui peuvent apparaître, donc vous avez la diminution de l'alimentation, la fréquence respiratoire, donc entre 60 et 69, donc là aussi c'est un critère de gravité, mais ça n'est pas un critère d'hospitalisation. Les signes de lutte modérés, alors ce que je vous disais, hein, c'est signes de lutte intense ou modérés, bon ben là, débrouillez-vous, la HS ne vous donne pas les clés pour pouvoir comprendre ce que c'est, comment faire la différence. Critère objectif, la saturation entre 91 et 92, hein, si c'est à 91 ou 92, c'est aussi un critère d'alerte. Les prémas, donc à moins de 36 semaines d'aménorrhée, et le contexte social qui est extrêmement important. Il y a des parents qui ne sont pas toujours en mesure de pouvoir assurer la surveillance des enfants. Et donc, parfois, il vaut mieux les hospitaliser parce que les parents ne sont pas en capacité, d'un point de vue cognitif, de pouvoir agir en fonction de l'évolution clinique. Donc, je ne sais pas si on pourra vous envoyer le diaporama, mais voilà, c'est une petite synthèse sur les flags, hein, au niveau de nouvelles reco HAS. Le traitement dans la bronchiolite, en fait, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Il n'y a rien qui marche. Hein. Les bronchodilatateurs, ça ne marche pas parce que le musculus bronchique, il est pas mature ou pas présent. Enfin, ça dépend, il y a des débats. Bon, après, dans les bronchioles, il y en a très peu, même chez l'adulte. Ce qui est important, c'est l'éducation des parents. Hein. La température ambiante de la chambre ne doit pas dépasser 19 degrés. Hein. Ça tombe bien puisque du coup, c'est des recommandations maintenant qui sont pour tout le monde. La chaleur, ça favorise la réplication virale. Donc la température ambiante, c'est extrêmement important. L'hydratation aussi, c'est important, hein, parce que si l'enfant est déshydraté, d'abord, ça aura des conséquences sur son état général. Mais en plus, les sécrétions vont être collantes, il aura du mal à se désencombrer. Et nous, derrière, on aura aussi du mal à le drainer. Donc, il faut absolument qu'il mange correctement. La désobstruction des voies aériennes, c'est quelque chose de très, très, très important. L'enfant, jusqu'à 6 mois, il respire essentiellement par le nez. Donc, s'il a le nez pris, il peut faire des détresses respiratoires. Il y a des enfants qui ont des signes de détresse respiratoire uniquement parce qu'ils ont le nez bouché. Alors, en plus, le nez bouché, ça fait des ronquilles inspiratoires. Donc, des fois, le médecin vous l'envoie en disant « Oh là là, celui-là, il a une grosse bronchiolite ». Alors qu'en fait, on lui lave le nez et puis on ne lui lave pas d'ailleurs, on y reviendra. Ce n'est pas un lavage du nez, on lui désobstrue le nez. Et en fait, 2 minutes après, tout est réglé. Et donc, les voies aériennes supérieures chez l'enfant de moins de 6 mois, c'est extrêmement important parce qu'il respire exclusivement par le nez, les résistances buccales étant extrêmement fortes. Le tabac, c'est quelque chose de très important. Il y a des bronchiolites liées au tabac, qui ne sont pas des bronchiolites en fait, hein, qui sont des asthmes, qui sont une inflammation chronique au niveau respiratoire et qui sont liées à l'inhalation soit de la fumée de cigarette, soit des métabolites secondaires, hein, qui sont sur les vêtements ou sur le sol. Les enfants sont très souvent sur le sol. Et même si les parents ne fument pas en présence de l'enfant, ils vont porter des résidus de métabolites secondaires
des résidus de combustion sur leurs vêtements et voire sur le sol si c'est à la maison. Ces métabolites secondaires sont bien plus dangereux d'ailleurs que la fumée du tabac. Donc, les recommandations auprès des parents, c'est quand ils vont fumer dehors, hein, c'est de mettre un vêtement spécial pour aller fumer dehors et de ne pas fumer à l'intérieur, parce que les enfants passent leur temps par terre, ils vont marcher avec leurs mains, se lécher les mains, et ils vont se retrouver avec plein de métabolites secondaires du tabac au niveau de la bouche et du système respiratoire, et c'est extrêmement péjoratif. Autre recommandation, c'est l'alimentation fractionnée. C'est une quantité réduite d'alimentation, mais en plusieurs fois, hein. Donc, l'idée, c'est qu'on le fait manger de manière plus fréquente, mais en moins grande quantité, pour éviter que l'estomac soit trop rempli et que le fait qu'il tousse, le fait qu'il ait une distension pulmonaire, ça le gêne dans sa digestion. Les antibiotiques, ce n'est pas recommandé, sauf si la fièvre est intense et prolongée, hein. La bronchiolite, hein, les virus respiratoires donnent un fébricule pendant 24 heures ou pendant quelques heures. Et si la fièvre dure ou s'il y a une réascension thermique, là, on est sur une surinfection. Ça peut être une surinfection pulmonaire ou ORL ou n'importe laquelle, mais en tout cas, il y a une surinfection si la fièvre est élevée et elle dure. Et à ce moment-là, il y a nécessité de mettre en place une antibiothérapie. Et dans le traitement, donc, il y a la kinésithérapie avec un point d'interrogation. On va y venir après. Je vous ai remis ce qu'il y avait sur le site de la HAS. Hein, vous avez tout sur Internet. Si vous voulez essayer de décrypter les recos, hein, vous avez les tableaux qui sont pas trop mal faits. Bon, il faut tomber dessus, hein, parce que la version longue est assez costaud. Je vais vous passer la vidéo. Hop. Vous passez la vidéo sur les signes de lutte, hein, les signes de détresse respiratoire. Alors, cet enfant, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit rien. Enfin, je sais pas si je suis la seule. Mais Ça ne marchait pas? on voit Oui. pas. Il fallait me le dire avant. Bah, je sais pas si tu cherchais la vidéo ou pas. Attends. Mon écran est en pause. Pourquoi mon écran est en pause? Pourquoi ça ne marche pas? Ah, attendez, il faut que je change, oui. Alors, nouveau partage. C'est bon. C'est bon, je vais y arriver. Il faut changer la fenêtre peut-être. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est sûr qu'avec que le bruit, mais avec que le bruit, déjà, on entend des choses. Hein. Là, on n'entend pas le bruit. Moi, j'entends pas. Non, il y avait le son au début, et là, moi non plus, je ne l'ai plus. Alors, verdict? On n'a pas entendu le son. On a vu le bébé qui pleurait. Ah non, alors, et vous m'entendez, moi? Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, oui. mais pas la vidéo. Le son, il y était au début, et ça a coupé, il me semble. Coupez bien les micros, peut-être. Alors, attends. Pourtant, moi, le son est activé. Je recommence, vous me dites? Vous me dites au début si elles sont? On l'entend au tout début. Non, on l'entend au tout début et ça coupe après. Ouais. C'est bizarre, moi, je l'entends. C'est embêtant. Attendez, je ferme et je rouvre. Je ferme la vidéo et je rouvre. Hop, partager l'écran. Il y a peut-être un... Il n'y a pas quelque chose dans le partage pour partager aussi le son? Normalement, non. Normalement, la vidéo, elle passe en direct. Alors, je vais essayer, je vais voir. Je la relance, la vidéo.
Alors, j'ai la vidéo, maintenant il faut que je retrouve Zoom. Fichier vidéo. Partager l'audio. Optimiser le clip vidéo, partager. C'est bien. Vous m'entendez là? Oui, Tout était clair? ouais, là, on a entendu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il avait ce nourrisson? Qu'est-ce qu'il avait à votre avis? C'est fait, non, quand même. Bien. Alors, il avait un wheezing, oui, il sifflait à Ouais. distance. Derrière le wheezing, il y avait quoi? Des Il y a deux- gênements. Ouais, Ouais. en fait, il y avait wheezing et gênement, en fait. Le wheezing, ça vient vraiment des voyelles inférieures. Ensuite, il y a la glotte qui vient se fermer, en fait. Il gêne, il fait comme ça. Et en fait, ça, c'est un gênement. Il se fait une autopep. Ça, c'est un signe de fatigue extrêmement péjoratif. C'est un critère d'hospitalisation. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on retrouve par ailleurs? Il y avait un entonnoir xiphoïdien, non, il me semblait. Alors, ouais, c'est même au-delà. En fait, il y Un avait un balancement, il y avait un balancement. Ouais, voilà. Donc là, on est carrément au stade du balancement, en fait. Hein. Il y a vraiment une respiration paradoxale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des tirages. Ouais, il y avait des tirages. Ouais, il y avait quelques tirages. Qu'est-ce qu'il y a d'encore plus flagrant? Il y avait un battement aux ailes du nez. Il y avait des dilatations de narines à l'inspiration. Et il est aussi polypnique. Cet enfant, j'avais compté, il est à 70 de fréquence respiratoire par minute. Je vous la repasse si vous voulez. Ouais. Vous essayez de voir les signes. Vous allez me dire si ça marche là au niveau du son. C'est bon? C'est Tu bon. nous mets des signes. Alors, donc, en fait, ce nourrisson, il faut faire quoi quand on a ce type de nourrisson? Vous m'entendez? Appeler le 15 et prévenir le médecin. Ouais. Et pourquoi? C'est quoi le risque si on lui fait une kiné respiratoire? Et qui décompense. Oui. Et il va faire quoi? La compensation, c'est quoi? Une détresse respiratoire. Ouais, majeur. Donc, en fait, il va faire un gros malaise. Mm. Il va faire un gros malaise et donc vous allez vous retrouver avec le SAMU dans le cabinet. Alors, c'est rare, hein, mais c'est arrivé avant qu'on mette en place le réseau et qu'on fasse de la formation. Il y avait quand même le CHU de Bordeaux se plaignait beaucoup des malaises générés par la kiné respiratoire sur les enfants. Bon, je vous rassure, hein, le CHU de Bordeaux ne connaissait pas non plus les recommandations et les critères d'hospitalisation. Il a fallu qu'on leur fasse des rappels hein, parce qu'ils faisaient sortir des enfants qui avaient des critères d'hospitalisation. Ils se plaignaient du taux de réhospitalisation élevé, mais en fait, ils n'appliquaient pas non plus les recommandations HAS. Ça met du temps à être implémenté hein, dans les pratiques, hein, les recommandations HAS. Donc,
Donc, ça demande de la formation et ça demande de la vigilance, hein. C'est une maladie qui est quand même beaucoup plus présente aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que vous avez des questions sur les signes de détresse respiratoire? Non, moi non. Tout va bien, c'était clair? Bon. Alors, il y a eu la question tout à l'heure dans quel ordre on fait la kiné respiratoire. Alors, globalement, la séance type, alors moi, je n'ai pas déposé de brevet sur la kiné respiratoire et personne n'en a déposé, hein. Il n'y a pas d'étude qui dit qu'il faut faire ci ou ça dans tel sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut désinfecter la table, les mains et le matériel, hein. C'est évident maintenant qu'on est en période de Covid, mais enfin, avant, ça a été un peu moins. Moi, j'attire toujours l'attention des gens à qui je parle de bronchiolite nourrisson sur l'abord de l'enfant, hein. L'enfant, c'est un être humain. Il comprend la communication non verbale et donc, si vous lui faites gousi-gousi, les sourires et que vous lui parlez, ça va le détendre et ça va surtout détendre les parents. Et donc, vous aurez un enfant qui sera beaucoup plus détendu pendant la séance et qui sera beaucoup plus coopérant, même si, bien évidemment, il y a un moment quand même où il va pleurer et même où certains enfants vont pleurer dès le départ et s'opposer à la séance parce qu'ils ont eu une expérience un peu traumatisante avec un autre thérapeute ou que les parents sont pétrifiés et que donc l'enfant le ressent. Donc, c'est pas quelque chose de facile, hein, d'avoir un abord doux avec l'enfant, mais en tout cas, ça facilite quand même beaucoup les choses par la suite, hein, parce que la kinésithérapie est quand même beaucoup plus simple quand l'enfant est coopérant à minima, même si quand ils sont vraiment petits, ils ont une compliance thoracique tellement élevée qu'on fait à peu près ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est de commencer par ce qui est le plus agréable pour l'enfant, hein. C'est gousi-gousi, bonjour, comment ça va, Théodore? De rassurer les parents. On commence par le bilan, bien sûr, hein, pour éliminer les red flags. L'auscultation, hein, je ne parle pas d'auscultation ce soir, mais c'est quand même important d'ausculter l'enfant. Le plus vous allez ausculter les patients et le plus vous allez vous faire l'oreille à l'auscultation. Et c'est pour nous une aide diagnostique extrêmement importante pour savoir ce qui se passe. On commence toujours par des flux lents en termes de drainage bronchique. De toute façon, le problème, il est au niveau du poumon distal chez le nourrisson. Donc, il n'y a que le bas débit qui va toucher le poumon distal. Et donc, si on veut être efficace dans notre geste, il faut être essentiellement sur du bas débit. C'est mieux toléré, c'est plus efficace. On est sur la zone pulmonaire qui est donc celle qui est la plus atteinte, hein, c'est la zone distale. Et donc, l'essentiel de la prise en charge, elle doit se faire à bas débit. On peut faire du haut débit, hein, en complément au niveau proximal. On peut aussi faire la toux provoquée éventuellement. On va voir après dans quel cas. Et moi, je termine par la désobstruction œnopharyngée. Pourquoi je termine par la désobstruction œnopharyngée alors que tout le monde va vous dire qu'il faut commencer par ça pour faire une auscultation qui soit nickel? En fait, c'est parce que c'est la technique qui va faire pleurer l'enfant le plus souvent et qui va le faire tousser. Et donc, en fait, on peut très bien zapper la toux provoquée, simplement parce qu'on va faire des obstructions rhinopharyngées et comme on va instiller du sérum physiologique, ça va le faire tousser, ça nous évitera de faire une toux provoquée qui est un geste pas hyper bien toléré par l'enfant. Le drainage bronchique, alors les manœuvres, elles sont plutôt horizontales, hein, c'est un angle à 20-30 degrés. On n'est pas surtout pas sur un angle, enfin sur des pressions qui sont verticales, hein. Si les pressions sont verticales, c'est là qu'il y a un risque de lésion chondrocostale. De toute façon, si on fait du bas débit, on va suivre l'expiration normale du nourrisson. On va essayer de le faire expirer au-delà de son volume courant pour aller le plus loin possible dans son volume de réserve expiratoire. Et donc, on va forcément respecter les mouvements costaux, les mouvements physiologiques en anse de saut. Et donc, en commençant par du bas débit, on ne peut pas se tromper. Le problème, c'est quand on arrive sur l'enfant, qu'on fait du haut débit et que d'emblée, et que du coup, on ne respecte pas les axes costaux. Là, il peut y avoir des lésions chondrocostales. Alors, il y en a eu quelques-unes dans l'histoire qui ont été référencées. Bon, c'est quand même relativement rare, hein, donc il ne faut pas non plus trop se préoccuper de ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment respecter la physiologie costale de l'enfant. Et donc, avec du bas débit, a priori, il n'y a aucun problème.
On commence à appuyer sur le thorax et l'abdomen de manière synchrone une fois que l'enfant a commencé à expirer. S'il n'a pas commencé à expirer, il va se bloquer et donc vous allez comprimer un système respiratoire qui va être clos. Et donc, vous allez créer des hyperpressions. Donc, en fait, le nourrisson, vous le laissez expirer et vous accompagnez l'expiration de manière naturelle pour l'aider à avoir une expiration la plus ample possible. C'est un geste qui est relativement simple sur le plan technique, mais qui doit être adapté à chaque enfant. Et en fait, il y a des critères qui vont vous guider pour savoir si vous réalisez le geste le plus efficace. Les critères d'efficacité, c'est quand vous allez entendre les sécrétions à la bouche. Si vous entendez un bruit de type comme ça, c'est au moins qu'il y a de l'air qui passe. Donc déjà, c'est bien. Si vous entendez comme ça, c'est que vous avez commencé trop tôt votre AFE, votre drainage bronchique, et que le système est clos, qu'il a fermé sa glotte et qui va lutter contre votre manœuvre. Et donc, ça sera non seulement inefficace, mais potentiellement délétère. Donc, il faut vraiment entendre du bruit à la bouche, entendre un bruit soit sec, comme ça, soit un bruit où on va entendre les sécrétions qui sont mobilisées. Logiquement, si vous êtes efficace au niveau distal, vous allez aussi avoir une diminution des sibilants. Les sibilants, ils sont liés à l'obstruction distale. Dans l'obstruction, il y a une part d'encombrement. Et donc, si vous levez l'encombrement distal, vous allez avoir les sibilants qui vont diminuer. Quand vous faites de l'AFE, logiquement, si vous êtes efficace sur le drainage bronchique, l'enfant va se mettre à tousser spontanément. Donc, les tousses spontanées sont aussi des critères d'efficacité. On peut sentir les sécrétions sur la main thoracique et comme on va lever l'obstruction au niveau distal, l'air va mieux passer dans le système respiratoire et donc on va avoir une diminution, une amélioration de la compliance thoracique, un thorax qui sera plus malléable et des flux qui seront plus importants. L'atout provoqué, alors on dit souvent que les mauvais draineurs sont des gros tousseurs, c'est-à-dire que c'est vrai que si on fait des toux provoqués à l'enfance, on a fait d'AFE, on peut avoir le sentiment d'avoir bien fait. Le souci, c'est qu'en fait, le nourrisson, souvent, il arrive lui-même à se drainer au niveau proximal. Hein. La touche chez le nourrisson, ça draine jusqu'à la 2e ou 3e division bronchique. Donc c'est quelque chose qui est très proximal et sur une zone qui n'est pas extrêmement gênante pour l'enfant puisque l'air passe. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques sécrétions qui se baladent au niveau de la trachée ou des grosses souches ou des branches souches que l'enfant va avoir une obstruction, une détresse respiratoire. Donc en fait, le principe, c'est plutôt de drainer le poumon distal. Bon, ceci étant, c'est quand même pas génial de laisser rentrer un enfant à la maison avec des ronchis, donc on peut faire l'atout provoqué. L'atout provoqué, ce n'est pas la peine de lui écraser complètement la trachée. Hein. Une simple pression au niveau de la paroi laryngée, souvent, elle fait tousser. Et puis, s'il ne tousse pas avec une simple pression, de toute façon, la désobstruction rhinopharyngée, derrière, le fera tousser. Donc, ce n'est pas la peine de faire une obstruction trachéale totale. Comme on le faisait avant, c'est plus tellement d'actualité. Même si c'est une technique qui est sans danger pour l'enfant, c'est quand même pas super agréable. Et donc, autant l'éviter quand on peut. Troisième et dernière technique, c'est la désobstruction rhinopharyngée. Donc, il y a une technique qui est recommandée par la HS dans les recos de 2000. Hein. Donc, il faut faire une rotation de la tête sur le côté. Alors, pourquoi on tourne la tête? C'est pour fermer la trompe d'Eustache. En fait, ici, vous avez la trompe d'Eustache infralatérale qui est fermée. Grâce à la rotation de la tête, ce n'est pas l'enfant sur le côté, hein, c'est la tête sur le côté, il faut qu'il y ait une rotation. Et quand la trompe d'Eustache est fermée, du coup, il n'y a pas de risque d'ensemencement de la trompe d'Eustache. Et les sécrétions qui sont dans le nez avec des bactéries ne risquent pas de contaminer la trompe d'Eustache et donc de déclencher les otites. Donc, pour prévenir les otites, on fait une rotation de la tête, on fait une occlusion buccale, on va fermer la bouche pour faire un reniflement, on va la faire renifler comme ça. On va instiller le sérum physiologique pour ramollir la sécrétion. Et sur le temps inspiratoire, avec la bouche fermée, logiquement, il va renifler. Et donc, c'est la désobstruction rhinopharyngée rétrograde. On peut aussi boucher une narine avec l'un des doigts. Vous voyez, ce doigt-là peut aller sur la narine ici. Ce n'est pas la peine de changer, de le faire des deux côtés. Hein. En fait, on n'a pas besoin de changer la tête de côté parce qu'en fait, si vous instillez ici du sérum physiologique, c'est potentiellement avec la gravité, c'est la trompe d'Eustache infralatérale qui est menacée. Hein.
Donc, en fait, il n'y a pas besoin de retourner la tête de l'autre côté. Vous pouvez faire les 2 narines du même côté. C'est plus rapide et plus confortable pour l'enfant. Il y a beaucoup de débats hein, sur les techniques de lavage du nez. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans le débat avec les familles. L'idée, c'est que quand l'enfant sort de votre cabinet, il ait une liberté d'évasion supérieure la plus grande possible. On n'est pas toujours efficace. Ça peut être aussi l'inflammation qui va l'obstruer. Et donc, on ne va pas non plus y passer 3 heures. On regarde l'efficacité. Si au bout de quelques DRP, on n'y arrive pas, c'est qu'il est sûrement très inflammatoire. Et donc, soit on le renvoie au médecin pour une prescription de Pivalone, par exemple, soit on explique à la famille qu'il a le nez qui est très inflammatoire et que donc, on a une efficacité modérée, mais qui sera quand même intéressante, notamment pour l'aider à pouvoir s'alimenter. Comme je vous le disais, jusqu'à 6 mois, le nez, c'est extrêmement important. Les nourrissons, ils respirent surtout par le nez, et donc, s'ils ont le nez pris, ils vont mal manger. Et ça peut donner aussi des vraies détresses respiratoires, simplement par obstruction des varices supérieures. Voilà mon petit résumé sur la kiné respiratoire. Je vais répondre à vos questions sur cette première partie. Je n'ai pas été trop vite, ça va aller. Non, c'était parfait. C'est clair? C'était clair. Merci. Qui a des questions? Alors, Qui a des questions? Moi, je vais peut-être en avoir une. vas-y. Donc, du coup, on parle bien de désobstruction Rhinopharyngée. rhinopharyngée. Donc, RPE. Attends, je vais il remettre vaut des mieux, il vaut mieux utiliser ce terme finalement plutôt que lavage de nez ou avec les familles, ça change rien. La difficulté, c'est que le lavage de nez, ça induit les gens en erreur. C'est-à-dire qu'en fait, le lavage de nez, ça voudrait dire mettre beaucoup de sérum physiologique ou d'eau salée isotonique dans le nez. C'est utilisé chez les enfants qui ont la mucoviscidose, hein, parce qu'ils ont des problèmes sinusiens chroniques, ou chez des gens qui ont des problèmes au niveau des sinus. Chez le nourrisson, il y a quand même, les nourrissons font beaucoup d'otite. Donc, on est plutôt sur la DRP avec juste une instillation de sérum physiologique. Et le but, en fait, n'est pas que que ça ressorte de l'autre côté. Hein. L'instillation de sérum physiologique dans cette technique, elle a pour but de faire en sorte que les sécrétions soient moins dures et qu'elles puissent être drainées par un simple reniflement, en fait. Ce n'est pas la même logique que le lavage de nez, en fait. Où le lavage de nez, on va mettre d'un côté du sérum physiologique ou de l'eau isotonique pour la faire ressortir de l'autre côté, où là, on va laver tout le sinus. Ça, chez l'enfant, ce n'est pas recommandé, enfin chez le nourrisson en tout cas, bronchiolite, parce que ça peut créer des otites. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas d'études très précises qui disent que le lavage de nez, ça déclenche des otites chez le nourrisson. Je pense que c'est plutôt des précautions des ORL et des pédiatres par rapport à ce risque pour une pathologie, l'otite, qui est extrêmement fréquente chez les nourrissons. Et donc, je pense que c'est plus des précautions. Voilà. Après, si les parents font un lavage de nez, ce n'est pas la peine de leur dire ce que vous faites est dangereux, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de preuves. On est plutôt sur des recommandations d'experts au regard de ce qu'ils jugent comme étant le moins délétère pour l'enfant et le plus profitable au niveau de la perméabilité des voies supérieures. Oui, parce que c'est encore très fréquent. Moi, la plupart, j'en vois pas beaucoup des bébés, mais c'est vrai que la plupart du temps, moi, les parents me montrent plutôt le lavage de nez en passant, en faisant bien passer le produit de l'autre côté, alors que moi, tu nous as toujours appris qu'il fallait faire plutôt ce type de technique, quoi. Ouais, c'est le grand débat. C'est le grand débat. Après, bon, moi, je vous montre la technique qui est validée par la HAS, hein, mais en même temps, faire fermer la bouche. Vous voyez mon écran ou pas? On voit plein de... tout est en même temps, là. Mais On voit, mais effectivement, il y a d'autres. faudrait peut-être... Ouais, voilà. C'est bon là comme ça? Ouais, là, c'est bon. C'est bien. En fait, vous voyez, rien que tenir le menton de nourrisson comme ça en empaumant la tête, ça peut être vécu de manière un peu traumatisante pour l'enfant. Hein. C'est pas facile, hein. Il va essayer d'ouvrir la bouche, il va se débattre.
Bon, donc, ce n'est pas une technique hyper soft. Hein, Mm. il faut un peu de force. Et puis, donc c'est pas simple à montrer à des parents. Après, la logique, c'est est-ce qu'il y a une ouverture cognitive? C'est-à-dire qu'en fait, il faut demander aux parents, est-ce que vous désobstruez bien le nez de votre enfant? S'ils disent oui, vous dites, est-ce que vous trouvez que c'est efficace? S'ils disent non, bah, vous pouvez leur proposer une nouvelle technique. Mais j'ai quand même rarement vu des parents qui utilisaient cette technique-là. Hein. C'est quand même l'empaumement de la tête avec occlusion buccale, c'est quand même un peu sport. Et donc, ils vont préférer des techniques un peu plus douces. Alors, le lavage de nez avec la seringue de sérum Phi, c'est très à la mode. Le mouche bébé aussi. Alors, le mouche bébé, c'est problématique parce qu'en fait, ça ne va aspirer que ce qu'il y a sur le devant du nez et du coup, ça ne marche pas. Et donc, du coup, le mouche bébé est utilisé 50 fois dans la journée et donc, ça vient stimuler la muqueuse ORL qui est déjà inflammatoire et donc renforcer l'inflammation. Le mouche bébé, c'est plutôt délétère. Bon, en même temps, je pense qu'il y a 12 milliards d'autres trucs à faire et à dire aux parents avant de se prendre la tête sur la désobstruction œsopharyngée sur laquelle on n'a aucune étude, notamment les questions de tabac qui sont extrêmement importantes ou de surveillance, les critères de surveillance sur l'aggravation, l'alimentation. Voilà, je pense que dans une séance, pour des parents qui sont un peu en panique, ce n'est pas forcément le moment de prendre du temps pour leur expliquer une nouvelle technique s'ils ne sont pas demandeurs, en fait. Là, vous n'allez pas, ça ne marchera pas. Donc, moi, c'est la technique que j'utilise. Après, quand les parents utilisent autre chose, je leur dis c'est très bien, continuez, hein, si vous trouvez que ça marche, c'est l'essentiel. Hein. Surtout il ne faut pas oublier qu'on n'est que kinésithérapeute, hein, même si on a souvent des connaissances très pointues. Quand c'est la sage-femme ou le pédiatre qui a montré notre technique, d'un point de vue cognitif, les familles ne vont pas forcément nous faire confiance plus qu'aux sages-femmes ou aux pédiatres, hein, même s'ils nous appellent docteurs souvent. C'est la blouse. Mais ils savent bien qu'au final, on est des docteurs un peu moins diplômés quand même que les pédiatres, par exemple. Donc bon, il faut essayer de ne pas trop être en contradiction. Donc voilà, si les familles sont demandeuses, vous pouvez leur montrer cette technique. Après, si ils ne sont pas demandeurs et s'ils sont très contents de ce qu'ils font, il y aura aucun moyen de les faire changer. Merci. Ou alors, il faut le faire sur 10 séances pendant une demi-heure. Et on n'est même pas sûr qu'ils le feront à la fin. Et puis, comme je le dis, hein, c'est que il n'y a pas d'études. Hein, on est vraiment dans un grade des recommandations d'experts, dans un grade assez bas. Hein, donc, ce n'est pas la peine de batailler pendant 107 ans sur un truc qui est pas forcément le plus démontré. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une sur un enfant, s'il y a des red flags, on appelle nous directement le 15, c'est purement pratique, hein, ou on les envoie directement à l'hôpital. Alors, sachant qu'aujourd'hui, pour la plupart du temps, il faut appeler le 15 avant, de toute façon, de se rendre aux urgences. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, donc déjà, le 15 est obligatoire aujourd'hui. Et ensuite, quand tu envoies un enfant aux urgences, moi, ça m'est déjà arrivé, tu as des parents qui ne sont pas en capacité d'un point de vue cognitif de comprendre que c'est vraiment urgent. Et il y a des gens qui te répondent, mais j'ai des courses à faire. Ça peut paraître hallucinant, complètement hallucinant, mais voilà, on est dans la représentation des parents, on est kinésithérapeute, on s'occupe des dos, des chevilles, et donc quand on dit qu'il faut aller à l'hôpital, c'est pas forcément pris au sérieux en fait, et ils ne se rendent pas forcément compte de la gravité de la situation. Donc, en appelant le 15, l'avantage, c'est que le médecin régulateur va vous dire si c'est vraiment grave, il faut confirmer votre bilan diagnostic, et quitte à vous envoyer une ambulance si l'enfant est extrêmement dégradé. Hein. Il y a des enfants qui sont pas transportables comme ça dans des véhicules de parents qui peuvent arriver extrêmement dégradés chez le kiné. Donc, en fait, en appelant le 15, on se couvre et ça nous permet d'avoir un appui pour dire aux familles, voilà, j'ai eu le centre 15, il faut effectivement vous rendre aux urgences. L'autre problème aussi, hein, moi, une fois, j'ai
Bon, on fait tous des erreurs, hein, et c'est avec les erreurs qu'on apprend. Mais moi, j'avais un petit bébé que j'ai envoyé à l'hôpital, hein, depuis le cours du Médoc jusqu'au tripode, il y a je sais pas, 5 kilomètres. Quand il y a des bouchons, on met 45 minutes. La maman était fille de médecin, pourtant, donc je me suis dit, fille de médecin, elle doit être quand même cortiquée. Eh bien, elle a mis la température à fond dans la voiture pour pas que l'enfant ait froid. Et l'enfant a fait une hyperthermie, il a convulsé. C'est le SAMU qui est arrivé sur les boulevards, qui était embouteillé. Donc, en fait, bon, ça, moi, je m'étais planté dans l'évaluation psychosociale de la mère. Je veux dire, sur une séance de bronchiolite, c'est quand même, on ne fait pas passer des tests aux parents, hein, donc, pour savoir qu'ils sont pas en état de pouvoir agir comme il faut, c'est un peu compliqué. Mais là, du coup, appeler le 15, ça sécurise tout le process, hein, parce que s'il y a le moindre problème, c'est eux qui le prennent en charge, en fait. Et donc, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Ok, merci. Si c'est en semaine, vous pouvez aussi appeler le prescripteur, hein, si c'est un pédiatre. Si c'est un médecin généraliste, vous pouvez appeler le prescripteur et vous aurez du coup l'appui quand même du médecin prescripteur pour pouvoir orienter la famille. C'est quand même intéressant. Bon, c'est vrai que le 15 va jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, il faut passer par le 15, hein, vu la saturation des urgences. Je ne suis pas sûr que ça va se maintenir dans le temps comme pour les adultes, hein. C'est quand même particulier, les enfants. Mais en tout cas, appeler le 15, c'est un bon réflexe. Il faut avoir un peu de temps, hein, parce que le temps d'avoir le médecin régulateur, il y a un peu un filtre, mais c'est quand même très aidant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'avais une question là, sur les red flags. Et refus alimentaire, il y a un peu plus de détails sur ça ou c'est Non, il n'y a aucun détail. d'accord. Il y Mais a en pas fait, de... ouais, le refus alimentaire, c'est en fait, si tu veux, là, tu vois, ils disent que moins de 50% sur 3 repas consécutifs. Bon, donc le refus alimentaire, tu vois, c'est au-delà de ça. Donc, c'est un enfant qui mange peu sur 3 repas, tu vois, ou qui refuse le biberon. Modulo, l'obstruction des variables supérieures, hein. Si ton enfant il a une obstruction des variables supérieures il y a moins de 6 mois, il peut être dans un refus alimentaire. Et en fait, ce qui va compter, en fait, chaque critère, à part peut-être la fréquence respiratoire et la saturation, mais en fait, le tableau clinique, il s'envisage dans son intégralité. Un enfant qui refuse l'alimentation, c'est un enfant qui est très affaibli. Donc, il va être hypotonique. Donc, il va avoir une fréquence respiratoire qui sera basse. Il peut avoir des apnées, un gênement expiratoire, c'est le signe de fatigue. Donc, en fait, les choses ne sont jamais isolées. Vous n'aurez pas un enfant en super santé, ou si vous pouvez l'avoir, un enfant en super santé qui refuse de manger. Voilà, vous n'allez pas l'envoyer à l'hôpital parce qu'il y a refus alimentaire. S'il est en pleine forme, qu'il respire normalement, il refuse de manger. Bon, ça peut arriver, hein, des fois, les enfants, ils n'ont pas faim pour des raisons X ou Y. Voilà, donc c'est quelque chose à apprécier dans son contexte. Après, c'est plutôt un signe péjoratif qui illustre l'altération de l'état général. Donc, en fait, ça va vraiment avec l'hypotonie et l'altération de l'état général, en fait. Ok, De signes merci. liés, pas de quoi. D'autres questions? Juste sur cette diapo, je suis passé un peu vite, mais enfin pour vous dire que hein, quand on a une obstruction, on a des sifflements, hein. Vous voyez, là, c'est comme dans une flûte, hein, on a un petit trou et donc ça siffle. Et donc, nous, on va jouer essentiellement sur la composante sécrétoire, hein, de l'obstruction. Et que donc, si vous avez un enfant qui siffle, qui a une bronchiolite, si vous faites de l'AFE, si vous faites 10 AFE sur un nourrisson et que les sibilants sont toujours les mêmes, c'est qu'il n'est pas encombré, il est plutôt sur une bronchiolite inflammatoire et ce n'est pas la peine de lui faire 30 minutes, comme l'indique la nomenclature d'AFE. Ça va juste le fatiguer pour rien. Il y a beaucoup d'enfants qui sont inflammatoires et sur lesquels on n'a pas d'impact parce qu'ils ne sont pas encombrés, soit parce qu'on est sur une bronchiolite plutôt inflammatoire, soit parce qu'on a une phase de la bronchiolite qui n'est pas encore sécrétante. Donc, il faut les revoir à J+2 ou J+1 s'ils ont des critères un peu d'alerte des yellow flags. Mais
Le principe, c'est quand même qu'on ne va faire du désencombrement bronchique qu'à des enfants qui sont encombrés. Et c'est tout le problème des études sur la bronchiolite, c'est qu'en fait, il y a bronchiolite et bronchiolite. Il y a des bronchiolites qui sont extrêmement inflammatoires, sur lesquelles il n'y a pas de sécrétion. Et puis, il y a des bronchiolites qui sont extrêmement sécrétantes. Et d'ailleurs, de mon expérience, les bronchiolites les plus sécrétantes, c'est plutôt des asthmes, en fait. Des bronchiolites récidivantes, où il va y avoir une hyperplasie des glandes à mucus liées à l'inflammation chronique. Et sur les enfants asthmatiques, on a des enfants qui sont extrêmement sécrétants avant que le bronchospasme joue un rôle dans l'obstruction. Donc, en fait, il faut bien se dire, voilà, j'ai un enfant, je fais mon bilan. Est-ce qu'il est encombré au niveau des variaines inférieures? Déjà, est-ce qu'il a vraiment une bronchiolite déjà, hein? Est-ce que ce n'est pas juste une rhino? Est-ce que le médecin, le vendredi soir, ne me l'a pas envoyé pour que je le surveille pendant le week-end parce que lui, il ne voulait pas le faire et que potentiellement, un enfant avec une rhino, dans 20% des cas, ça donne une bronchiolite. Donc, est-ce qu'il a vraiment une bronchiolite? Et donc là, on doit avoir logiquement des sibilants associés à des bronchies au deux temps. Et puis, s'il a une bronchiolite, s'il est sibilant, ça ne veut pas dire qu'il est inflammatoire. Forcément, ça peut être lié à l'encombrement. Auquel cas, logiquement, avec quelques effets, on doit diminuer les sibilants. Si les sibilants restent les mêmes quand vous faites votre AFE, ce n'est pas la peine d'en faire pendant un quart d'heure, hein, ça va l'épuiser pour rien. Et puis, alors, si les sibilants augmentent, au contraire, il faut arrêter parce que là, vous êtes en train de majorer le bronchospasme, qui est très rare chez les nourrissons, mais qui peut arriver, notamment chez les nourrissons à qui on donne de la ventoline, puisque les récepteurs bêta-2-hémolytiques sont pas matures, donc il y a souvent des réponses paradoxales quand il y a une réponse. Donc, en fait, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe sur le plan clinique, hein. Et l'évolution des sibilants, elle est extrêmement importante pour savoir ce qui se passe au niveau bronchique. Moi, je sais pas si sur les participants, ils ont ce retour-là, mais moi, j'en vois très peu, hein. Enfin, je ne suis pas identifiée pour reprendre des bébés, c'est vrai que je ne me suis pas dans le réseau, mais souvent, c'est pas des bronchiolites, quoi, c'est des rhinos, enfin, pharyngites, quoi. Et je ne sais pas quel est le retour si peut-être les gens qui sont dans le réseau ont plus vraiment des bronchiolites en libéral. Moi, j'en vois rarement, ou alors je Alors, les ai pas identifiés peut-être? non, mais en fait, le problème, c'est que les rhinos, ça donne les bronchies, on les entend aussi au niveau thoracique, c'est ce qu'on appelle les râles transmis. Donc, le médecin, des fois, il se plante, il va entendre des bronchies et en fait, qui viennent des variines supérieures. Et en même temps, notre rôle, il est quand même très important, même sur l'obstruction des variines supérieures, pour désobstruer le nez et pour éduquer les familles et faire le suivi, parce que il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont évoluer en bronchiolite, hein. C'est le virus de la bronchiolite, il rentre par le nez et puis il descend de proche en proche jusqu'au bronchiole. Donc en fait, si le médecin nous l'envoie, c'est peut-être parce qu'il pense que c'est une bronchiolite et parce qu'il s'est un peu planté, ou le plus souvent parce que ça peut évoluer en bronchiolite et qu'il veut qu'on le surveille et qu'on désobstrue le nez, parce que sinon il va avoir du mal à s'alimenter et il peut faire une détresse respiratoire. Donc en fait, il ne faut pas considérer que parce qu'on a un enfant qui a une rhino, on est à côté de Ah non, l'indication. pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis effectivement, mais c'est vrai que Euh, moi, j'en vois pas tant que ça effectivement, mais Mais tu as raison, hein, il y a beaucoup de rhinos, hein, surtout pendant les gardes, on a beaucoup de rhinos chez des petits bébés, des enfants qui sont assez jeunes. Après, comme je le disais, moi, vraiment, l'expérience que j'ai, c'est les enfants qui sont vraiment sécrétants, sur lesquels on se fait plaisir à les encombrer, à enlever beaucoup de sécrétions. C'est des enfants qui sont des multirécidivistes de la bronchiolite, hein, et qui sont plutôt asthmatiques, en fait. Parce que là, le nourrisson, on est sur une entité très différente, nodographique très différente de l'adulte en termes de réponse clinique, parce que le muscle lisse bronchique n'est pas encore mature. Donc, c'est des enfants qui vont être extrêmement encombrés et où là, on est extrêmement efficace. Mais la vraie bronchiolite, elle est quand même plutôt sèche. Il y a quand même peu de bronchiolite où il y a une hypersécrétion. Néanmoins, même s'il y a peu de sécrétion, il peut y en avoir, et le peu de sécrétion qu'il peut y avoir peut avoir une conséquence extrêmement péjorative au niveau distal, hein. Donc, tu as raison, il y a beaucoup de rhinos qui se baladent au milieu des bronchiolites, hein.
Puis il y a beaucoup de bronchiolites qui ne sont pas encombrés, et donc il faut faire le tri dans tout ça. Et je pense que l'essentiel, ce qu'il faut retenir, hein, c'est notre rôle de surveillance hein, quand même qui est fondamental. Et donc, il ne faut pas kinésithérapier systématiquement les enfants. Il faut vraiment le faire en fonction de l'évaluation clinique qu'on peut faire. Merci. OK. Parfait. De toute façon, vous pourrez reposer quelques questions après. J'ai un petit diaporama là sur les recours HAS. Vous le voyez? Oui. Alors, c'est un topo que j'avais fait là au symposium de santé respiratoire. Je crois que c'était le 9 octobre. Si j'arrive à passer en plein écran. Les PDF, c'est toujours compliqué. Hop, voilà. Donc, je vais vous le passer. En fait, c'était une intervention au congrès qui était assez prémonitoire, vous allez voir. Je ne lis pas l'avenir, je lis journaux, mais bon, du coup, ça on a l'impression que les institutionnels ils débarquent de la planète Mars des fois. Donc, en fait, simplement pour rappeler un peu la logique des recommandations, c'est qu'en 2000, il y a une première conférence de consensus qui recommandait donc la kinésithérapie respiratoire à base d'expiration lente prolongée ou augmentation du flux expiratoire lente. Hein, donc, l'expiration lente prolongée, c'est la technique belge de Guy Postio. L'AFE, c'est la technique française de Joël Barthes. Bon, c'était un peu des guerres de clocher. La toux provoquée était également recommandée, et tout ça avec un grade C, consensus d'experts à partir d'observations cliniques. Et la conférence de consensus disait déjà en l'an 2000 qu'il fallait faire des études pour avoir des arguments objectifs en faveur ou en défaveur de la kiné respiratoire pour trancher le débat. Mais enfin, déjà en 2000, c'était recommandé, mais un grade C qui était à l'époque le grade le plus bas. Pardon. Donc, on a eu cette fameuse conférence de consensus de 2019 qui a été organisée après moult péripéties. Comme vous voyez, elle n'a pas été organisée par la HAS. Excusez-moi, ma bronchiolite ne va pas mieux. Ça a été organisé par le Conseil national professionnel de pédiatrie. Les conseils nationaux sont des organisations représentatives des professions. Nous, on a le CMK pour les kinésithérapeutes, qui est le CNP Master Kinésithérapeute, en fait, et c'est un mixte entre sociétés savantes et syndicats. Ça ne donne pas forcément le meilleur. Et en l'occurrence, là, c'est la CNP de pédiatrie qui va organiser la conférence de consensus sur délégation de la HAS. Et donc, c'est les pédiatres qui tenaient la plume sur la rédaction des recommandations. Alors, déjà, on peut voir dans le titre, c'est prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois. Donc déjà, si on n'est pas sur un premier épisode, si on n'est pas sur un nourrisson de moins de 12 mois, les recommandations ne s'appliquent pas. Ensuite, ce qui est interpellant quand même, c'est que dans la partie kinésithérapie respiratoire, dans la recommandation, ils nous remettent en grade A que les techniques de drainage postural et de vibration de clapping sont contre-indiquées. Donc là, on se dit oui, quand on est kinésithérapeute, on se dit oui, c'est évident, il n'y a pas de problème, c'est normal. Bon. En 2, ils nous mettent qu'en grade B, la kinésithérapie respiratoire par AFE n'est pas recommandée chez le nourrisson hospitalisé. Bon, là, effectivement, il y a une étude, c'est l'étude Bonkinou, qui montre que ça n'a pas d'impact. De toute façon, les nourrissons hospitalisés, c'est ceux qui sont oxygéno-requérants. Et donc, nous, on n'a pas d'impact sur l'alvéole. Hein. On n'est pas en capacité de mobiliser ce qui se passe au niveau alvéolaire. Et le risque, c'est plutôt de les déstabiliser. L'étude Bonkinou a montré que globalement, il y avait quelques déstabilisations respiratoires transitoires chez les nourrissons et une absence globale, même si les sous-résultats étaient en faveur de la kiné respiratoire sur 2 populations, les nourrissons atopiques et les nourrissons non oxygénodépendants. Bon, sauf que c'est des sous-résultats et que de toute façon, à triturer les chiffres, on peut toujours trouver des sous-résultats favorables. Et comme ce n'était pas l'hypothèse de recherche principale, ça n'a pas été retenu. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nourrissons hospitalisés sont des nourrissons sur lesquels la kiné respiratoire n'a pas d'efficacité. Comme on a un système qui est hospitalo-centré, de suite, on en tire des conclusions pour la ville, sachant que la recherche en ville est extrêmement compliquée. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit en grade AE, donc c'est accord d'expert, hein, donc c'est en dessous du grade C. C'est un nouveau grade qui a été mis en place il y a quelques années. Donc la kinésithérapie respiratoire peut se discuter chez l'enfant en cas de comorbidité. Bon. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il faut que l'enfant ait moins de 1 an
qu'il soit sur un premier épisode de bronchiolite et qu'il n'ait pas de comorbidité. Il n'en restait pas beaucoup quand même. Et ensuite, à la fin, on voit AE, en l'absence de données, la kinésithérapie respiratoire des encombrants bronchiques n'est pas recommandée en ambulatoire. Il est nécessaire d'évaluer les techniques de modulation de flux en soins primaires par une étude randomisée, son impact sur le recours hospitalier. Alors là, en fait, là où il y a quand même un problème, c'est qu'on nous remet en grade A des techniques qui sont plus validées depuis 1994 en premier, et qu'à la fin, on nous met qu'en l'absence de données, la kiné respiratoire des encombrants bronchiques n'est pas recommandée. Bon. Moi, il y a des médecins à qui j'ai parlé des recos, qui ont lu les recos, qui m'ont dit « Mais Marik, la kiné, ce n'est pas recommandé, c'est contre-indiqué de grade A. La kiné respiratoire, c'est contre-indiqué de grade A. » Et en fait, je leur dis « Non, c'est non recommandé de grade AE. » Et ils me disent « Non, non, c'est contre-indiqué de grade A. » On a regardé les recommandations ensemble. En fait, un médecin, il ne fait pas la différence entre ça, le drainage postural, la vibration clapping, et la modulation du flux expiratoire. Donc, en fait, ce qui a été imaginé par tout le monde, et on remercie la HAS d'avoir participé aussi à cette interprétation erronée des recommandations, c'est en fait, on a l'impression que la kiné respiratoire est contre-indiquée avec un grade A. Non, ce qui est contre-indiqué avec un grade A, c'est des techniques qu'on n'utilise plus en France depuis 1994. Les techniques d'accélération du flux expiratoire, elles sont non recommandées en l'absence de comorbidité, chez les enfants de moins de 1 an, pour un premier épisode de bronchiolite avec un grade AE, accord d'expert, en l'absence de données. Donc, vous voyez, on est passé de l'an 2000, absence de données, on recommande avec un grade C la kiné respiratoire, à 19 ans plus tard, on ne la recommande pas parce qu'il n'y a pas de données. Donc, en fait, vous voyez, c'est le truc qui tourne un peu en rond. Et c'est quand même, cette présentation était quand même un peu piégeuse. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein, mais en tout cas ça a piégé beaucoup de monde. Donc, je vous le disais, hein, ces techniques-là, elles sont contre-indiquées depuis 2014. Encore faut-il que les médecins qui s'intéressent à la kiné respiratoire, il y en a quelques-uns, mais pas des masses, ils sachent un peu de quelles sont les techniques qu'on pratique. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'était le commentaire de la diapo précédente. Et donc, en fait, au final, nous, dans les gardes, les nourrissons de moins de 1 an sur un premier épisode de bronchiolite sans comorbidité, c'est entre 10 et 20% des nourrissons qui sont vus en kinésithérapie de ville. Donc, en fait, on est sur des recommandations qui portent sur une infime partie des nourrissons qu'on voit. Mais c'est pas contre-indiqué et c'est du fait de l'absence de données. Et c'est selon un grade AE, accord d'expert, qui est extrêmement faible. Donc, il n'y a pas de preuve que la kiné respiratoire n'est pas efficace. Alors, ce qui est quand même rigolo, c'est qu'ils disent qu'en fait, il faut une étude randomisée et une étude sur l'impact sur le recours hospitalier. Alors, nous, on a des chiffres au niveau d'Akirespi sur l'impact au niveau hospitalier. Très clairement, ça a été fait par une maître de conférence en économie de la santé à l'ISPED à Bordeaux. Ça a été publié d'ailleurs. Après la mise en place des gardes, il y a une diminution de 13% des consultations le week-end aux urgences et une diminution de la durée moyenne de séjour des nourrissons qui est statistiquement significative. Ça passe de 4,9 jours en moyenne à 4,2 jours. Donc, en fait, il y a déjà des études, sauf qu'en fait, elles sont pas utilisées. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas été publiées. Là, ça a été publié ces chiffres ont été publiés par moi dans Kinésithérapie, la revue. C'est vrai que ça n'a pas été publié dans une revue médicale. Bon, en même temps, c'est des études qui sont extrêmement difficiles à faire et les données qui en sont tirées, elles sont complexes à interpréter. Donc, en fait, quand on dirige un réseau, quand on s'occupe d'un réseau de santé, on n'est pas chercheur, hein, et donc on n'a pas que ça à faire que de trifouiller les chiffres pour faire des études. Donc, moi, j'ai réussi à faire une publication à partir d'un rapport d'une étude d'une économie de la santé, mais enfin, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Et donc, ça n'a pas été utilisé comme données, même si on s'en est servi dans la crise il y a quelques semaines là, autour de la kiné respiratoire. On s'en est servi pour alimenter nos représentants nationaux pour qu'ils puissent avoir des arguments en faveur de la kiné respiratoire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc, la kiné respiratoire n'est plus recommandée, mais les réseaux bronchiolites restent recommandés.
Donc, en fait, il parle des réseaux de soins de second recours. Et je crois qu'il parle même de réseau bronchiolite. Je relis en même temps. Réseau de soins. Non, en fait, ils ne disent même pas réseau bronchiolite, en fait. Voilà. Et les réseaux bronchiolites, voilà, c'est marqué là. Donc, en fait, ici, il parle des réseaux bronchiolites qui sont recommandés. Donc, en fait, pour résumer, la kiné respiratoire n'est pas recommandée, mais les réseaux bronchiolites sont recommandés. Donc là, on nage un peu en plein délire. Soit on se positionne du côté de l'efficacité du geste, et là, à ce moment-là, ce n'est pas recommandé au niveau du geste, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des réseaux bronchiolites. Soit on se place du côté de l'utilité, et à ce moment-là, on recommande les réseaux bronchiolites, mais on recommande aussi la pratique de la kiné respiratoire, parce qu'elle est partie intégrante des gardes. Il ne peut pas y avoir de réseau sans kiné respiratoire. Donc c'est un peu délirant. Le plus délirant, en fait, c'est que le texte qui a été soumis aux experts pour la relecture, bon, c'est confidentiel, c'est marqué document confidentiel ou document, je ne sais plus ce qui est, enfin bon, je ne suis pas censé le diffuser, mais au bout d'un moment, ça m'a tellement agacé que je le diffuse. En fait, le texte qui nous a été soumis en relecture n'est pas le texte qui a été publié, parce qu'en fait, vous le voyez ici, dans les recommandations au départ, ce qui était noté, c'est la kinésithérapie respiratoire par AFE peut se discuter chez l'enfant ayant une toux inefficace. La kiné respiratoire par AFE pourrait être un recours thérapeutique possible pour les nourrissons ayant une forme modérée pris en charge en ambulatoire. Donc en fait, vous avez des experts, un premier groupe d'experts qui se réunit, qui rédige ça, un deuxième groupe d'experts qui fait la relecture dont je fais partie. Et moi, effectivement, j'avais dit quand même que pour être un recours thérapeutique possible, je trouvais que recours et possible, c'était totalement redondant. Donc, pour être un recours thérapeutique où ça suffisait largement, on pouvait enlever le possible. Et donc, dès qu'on faisait une formulation, une remarque sur la recommandation, ça a été interprété comme un vote contre le texte de la recommandation. Et donc, en fait, il y a eu un peu quand même une interprétation biaisée de ce qu'a dit le groupe de lecture. Et en fait, derrière, c'est le Conseil national de pédiatrie qui a décidé de ne pas publier ce texte pour publier un texte qui était franchement plus hostile à la kinésithérapie respiratoire. Donc, il y a eu un recours au Conseil d'État qui a été fait par un syndicat qui a été perdu. Mais je pense qu'ils n'avaient pas forcément les bons documents ni les bons arguments. Là, clairement, il y a un problème méthodologique. Il faut savoir qu'il y a déjà des conférences de consensus qui ont été annulées. On n'a pas réussi à faire annuler celle-ci, mais c'est quand même extrêmement troublant. Comme par hasard, alors je ne suis pas du tout adepte du complot, mais on sent bien qu'il y a quand même une tension avec les médecins en ce moment. Et que ces tensions, elles ne sont sûrement pas étrangères à l'accès direct. Les syndicats médicaux sont extrêmement remontés. Donc, je pense que là, pour le coup, les pédiatres ont très peur qu'on soit en accès direct sur les bronchiolites. Donc, ils essayent un peu de garder leur prérogative, sachant qu'en France, il y a 40% des enfants qui n'ont pas de pédiatre. Il faut accès aux soins. Donc, au bout d'un moment, il va quand même falloir changer de paradigme et se dire que les actes simples doivent être délégués aux professionnels de santé, paramédicaux, et que les actes plus complexes doivent être réservés aux médecins. Eux-mêmes, ils y gagneraient sûrement en valorisation de leurs actes, et nous aussi. Ce qui est encore plus surprenant, en fait, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, qui est une étude qui a été faite en libéral, qui s'appelle Bronchilibre 2, une étude de contrôler randomisée multicentrique en aveugle, basée sur un score clinique qui est le score de Wang. Et en fait, qui répondait à tous les critères internationaux des études scientifiques. Et donc, le patient était évalué à l'issue de la séance de kinésithérapie par le score de Wang, donc sur le plan clinique, dans le bras kinésithérapie. Dans le bras contrôle, il y avait une attente de 30 minutes et on refaisait un score de Wang. Et en fait, excusez-moi, cette étude Bronchilibre 2, elle a montré que le score de Wang était amélioré dans 70% des cas chez les nourrissons qui avaient eu de la kinésithérapie respiratoire, et la différence est significative avec le groupe contrôle. Donc, quand cette étude a été présentée
au premier groupe d'experts, donc celui qui a rédigé les recommandations et qui, après qu'ils aient eu le retour du groupe de lecture, les médecins ont dit « mais c'est super, vous avez montré que la kinésithérapie, ça marche pendant 30 minutes ». Donc, en fait, il faudrait, pour montrer que la kinésithérapie respiratoire, c'est efficace, il faudrait faire une étude où on va faire revenir au cabinet le nourrisson le soir pour le réévaluer. Je ne sais pas comment on finance ça au niveau de l'assurance maladie. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas quelle famille va revenir dans un cabinet de kinésithérapie le soir pour faire juste une évaluation clinique. Au bout d'un moment, ça devient compliqué quand même. Et donc, cette étude, elle n'a pas été prise en compte. Alors, il faut dire aussi qu'elle n'a pas été publiée dans une revue à comité de lecture, pour des raisons que je n'ai pas bien saisies, mais enfin, en l'occurrence, elle a quand même tous les critères intéressants nécessaires pour pouvoir rentrer dans la réflexion autour de recommandations sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Il y avait la question de savoir si les recours HS ont eu un impact. Donc là, vous voyez, c'est la courbe. Ici, vous avez le nombre de prises en charge en 2021-2022. Donc, c'est le pic était début décembre, un peu comme cette année. Et là, ici, vous avez la courbe pour 2019-2020. Et en fait, les recommandations HS ont été publiées ici. Et donc, on voit bien que, en fait, d'un week-end à l'autre, alors qu'on est logiquement sur des courbes ascendantes à cette période de l'année, on stagne et puis on baisse. Donc, en fait, les recours HS, elles ont eu un impact très fort sur la prescription de kiné respiratoire. Il n'y a pas eu que les recours HS, on s'est payé aussi tous les articles d'en prescrire sur la kinésithérapie respiratoire qui était censée être douloureuse et dangereuse. On a quand même réussi à faire un communiqué de presse correctif, mais enfin, le mal a été fait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de kiné respiratoire qu'avant qui est prescrite, mais ce n'est pas que lié aux recommandations HS, c'est aussi lié à prescrire, qui a fait des articles à charge contre la kiné respiratoire pour des raisons d'ailleurs qu'on n'a jamais très bien compris, en racontant des choses qui étaient fausses, notamment le fait que c'était douloureux. Moi, je les ai eu en face quand ils ont publié leurs articles en disant « mais montrez-moi des études qui montrent que c'est douloureux, je ne vois ça nulle part ». Et là, ils étaient quand même bien embêtés. Donc, en fait, on est quand même sur un processus où, au début des années 2000, les recommandations HS ont ouvert complètement la kiné respiratoire à la prise en charge des nourrissons, et où, globalement, faute d'études, faute de preuves, en raison aussi d'approches un peu dures, un peu agressives de certains confrères, certaines consoeurs avec les nourrissons, qui ont traumatisé des familles qui étaient parfois journalistes ou médecins ou députés, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup aidé aussi à l'acceptabilité sociale de la kinésithérapie respiratoire. Le manque de pédagogie aussi. Donc, en fait, quand il n'y a pas d'études, quand on est sur des recommandations d'experts, il vaut mieux quand même être sur une prise en charge qui est la plus douce possible. Et d'ailleurs, de manière globale en kinésithérapie, c'est qu'il faut quand même s'adapter au patient et ne pas lui nuire, y compris sur le plan émotionnel. Et parfois, quand on voit certaines séances en vidéo, sur des vidéos qui remontent à il y a 15 ou 20 ans, on a un peu mal au cœur pour ces pauvres nourrissons qui ont l'air de souffrir, pas forcément sur le plan physique, mais en tout cas sur le plan émotionnel. Alors, j'avais fait une petite diapo aussi, c'était en octobre, sur les urgences pédiatriques, pour alerter. Il y avait l'ARS qui était présente à cette réunion, mais j'avais déjà alerté. Il y avait déjà 180 passages aux urgences pédiatriques le 30 septembre, sachant que les urgences pédiatriques à Bordeaux sont dimensionnées pour 100 passages en période normale et 200 l'hiver. Donc, on était déjà à 180 au 30 septembre. Il y avait un manque de personnel qui a toujours, d'ailleurs, pas d'unité bronchiolite cette année. Je ne vous parle même pas des difficultés d'accès à la réanimation et au bloc avec des enfants qui restent dans les couloirs avec un corps étranger pendant 4 jours avant d'être admis en fibro. Enfin, on a vu des trucs complètement surréalistes. Ça, c'était au mois de septembre. Et moi, j'avais alerté l'ARS dès septembre sur ce qui s'était passé en Australie avec la triple épidémie Covid-grippe VRS, donc bronchiolite, avec une épidémie de bronchiolite extrêmement sévère et 40% d'hospitalisés.
L'ARS m'a répondu, vous êtes très anxiogène, donc on ne va pas communiquer là-dessus. Bon, le résultat, c'est que la triple épidémie, on y est, et les 40% d'hospitalisés avec un VRS qui est extrêmement virulent, on y est aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui était prévisible, parce que ce qui se passe dans l'hémisphère sud pendant l'été, c'est toujours ce qui se passe dans l'hémisphère nord pendant l'hiver. Donc, en fait, j'ai eu raison, j'aurais préféré me tromper, hein, mais le bazar dans lequel on est était quand même anticipable, et je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des instances nationales, mais enfin, je pense qu'il n'y a personne qui réfléchit à anticiper les crises sanitaires, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud pour savoir ce qui va nous arriver. Bon, peut-être que dans le Covid, c'était plus compliqué, mais en l'occurrence, là, on y est à la triple épidémie généralisée, on y est depuis 3 semaines. Bon, ça, c'était les chiffres de l'époque, hein, avec une épidémie qui était assez précoce. Et donc, la conclusion de tout ça, en fait, c'est que en fait, la difficulté de l'exercice, c'est que les parents sont quand même très angoissés quand leur nourrisson est malade, hein, c'est normal, c'est des enfants qui sont fragiles, qui viennent de naître, qui sont immatures d'un point de vue respiratoire, neurologique, immunologique. Et donc, quand ils tombent malades, les parents, ils vont être quand même très stressés. Et donc, déjà, il y a un problème d'accès aux pédiatres. Il y a un problème d'accès aux médecins généralistes aussi, c'est extrêmement compliqué. À Bordeaux, en zone surdotée, on a quand même une semaine d'attente pour son généraliste traitant. Alors, il n'y a pas de zone surdotée chez les généralistes, mais enfin bon, ça devient quand même compliqué. Donc, vous avez un médecin généraliste à Bordeaux, il faut une semaine de rendez-vous, donc il ne faut quand même pas être à l'agonie de la mort. Et si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, et pour en trouver un, il faut quand même se lever de bonheur. Donc, en fait, la surveillance du nourrisson, aujourd'hui, les médecins libéraux ne sont pas en capacité de le faire. Et la surveillance, c'est quelque chose que nous on connaît. On est formé depuis maintenant 20 ans à la surveillance des nourrissons, à faire le bilan, à identifier les red flags, à orienter l'enfant en fonction des critères cliniques. On est formé à éduquer les familles, à les rassurer, à désobstruer les variants supérieurs et, si besoin, les variants inférieurs. Et en plus, sur tout le territoire français, il y a des réseaux de garde qui existent. Donc, on a vraiment un système qui est performant. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, en l'absence d'études ambulatoires, c'est tenté qu'il n'y ait vraiment pas d'études ambulatoires. La question, ce n'est pas la question de est-ce que le geste, pour l'instant, à ce stade, c'est est-ce que le geste de kiné respiratoire des encombrants est efficace? La question, c'est est-ce que les kinésithérapeutes sont utiles? Et la réponse, bien sûr, est oui, parce que ne serait-ce que surveiller les enfants, éduquer et rassurer les familles, faire des obstructions des variants supérieurs, désencombrer au niveau des variants inférieurs quand c'est nécessaire, c'est extrêmement utile et précieux. Et en plus, on a des systèmes de garde qui sont organisés partout sur tout le territoire. Donc oui, les kinésithérapeutes sont utiles. On attend quand même qu'il y ait des gestes un peu plus engagés au niveau national pour une défense de notre rôle dans cette pathologie. On essaye d'organiser un système de permanence des soins en semaine aussi pour avoir accès aux kinésithérapeutes qui le souhaitent pendant les vacances et même au-delà. L'ARS veut bien co-signer le communiqué de presse, mais on n'arrive pas à avoir un représentant de l'ARS présent à la conférence de presse. Ça vous montre le niveau de soutien qu'on peut avoir des autorités, bon, même s'il n'y a aucun problème pour financer les gardes, mais derrière, quand il s'agit de s'afficher face aux médecins qui sont un peu rageux, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous ai assommé. Merci. Non, du tout. Pas du tout. Du tout. Moi, je trouve que c'était clair. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie? N'hésitez pas à brancher votre micro et à poser une question directement. Bon. Aucune question? Je vous envoie le diaporama si vous voulez dans le... Ah ouais, ce serait top. Est-ce Super, que merci beaucoup. ça te dérange si on fait un petit résumé vite fait sur le site de la CNIL, de ce que tu dis à peu près? Bon, il ne faudra pas dire tout le mal que je dis Non, bien sûr. En plus, Mais ils sont aidants, mais bon, c'est vrai que c'est ça me fait... intéressant d'avoir les chiffres de Akireso et
Et de savoir comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine, c'est Tirespi, pardon, je suis fatiguée. C'est intéressant d'avoir ces chiffres-là. C'est combien, tu as dit, 30 ou 40% c'est des nourrissons qui n'ont pas de médecin, de Alors, pédiatre? alors ça, c'est pas les chiffres d'Aquirespire, c'est les chiffres Ah, nationaux. nationaux. J'ai regardé, je sais plus, D'accord. j'étais dans le train, je sais plus ce que j'ai là encore. J'ai regardé quand je sortais de la réunion avec l'ARS où les pédiatres avaient été particulièrement désagréables et je regardais le taux de couverture pédiatrique. Donc en fait, en Google, tu peux le taper un nombre de pédiatres, D'accord. tu vois, tu vas le trouver. C'est des données nationales en fait, hein. Ok, Donc, je crois national. voilà. Donc il y a 40% qui n'ont pas de suivi par un pédiatre. Donc c'est quand même un problème. Bon, bah, non, c'était très très clair, c'était très intéressant. S'il n'y a pas de questions, on va libérer tout le monde, hein, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Oui, tout à fait. Ouais. Super. Voilà. Tout le monde est content. Juste un petit mot par rapport à notre asso. Akina, on organise le 26 janvier prochain en présentiel à l'IMS Pellegrin une conférence. Alors, ça n'a rien à voir avec la kinérespi ni la bronchiolite, puisque ce sera sur le genou et plus particulièrement sur le ménisque. Donc, il y aura une conférence à l'IMS. On vous donnera les infos et les détails pour vous inscrire sur le site et sur notre page Facebook. Donc, il y aura un chirurgien, un médecin, un kiné et un podologue qui interviendront sur le ménisque. Voilà. Enfin, sur le ménisque, sur le sujet du ménisque. Pardon. Parfait, merci pour votre invitation en tout cas. Et merci Marie pour Merci. d'avoir répondu présent et pour ces éclaircissements sur ces fameuses recommandations qui font encore couler beaucoup d'encre. Du coup, C'est pas fini. C'est pas et ça n'a pas fini de faire parler, je crois. Bon, mais bonne fête à toutes et à tous, hein. Ouais, Oui. oui, merci. Bonne fête. Merci pareillement. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. T'as tenu bon? Charger. Bon, bah, c'était très bien. Je t'entends plus. Enlever ton micro. On peut couper l'enregistrement, je pense. Ah oui, c'est vrai.